Salut les petits potes, c'est Delcor et aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. J'espère que vous allez les kiffer. J'ai une petite actu pour vous si vous suivez pas forcément en ce moment. Je mets beaucoup plus de threads sur Spotify. Voilà, ils sont dispo. Je vous mets le petit lien, il est en bas, il est dans la description. Il y a deux nouvelles vidéos si je puis dire. Enfin, c'est deux anciennes vidéos mais qui du coup arrivent sur Spotify. Vous avez du son là-bas qui arrive, du coup c'est plus niveau sonore quoi. Et j'en mets, il y en a jusqu'à... ça va sortir jusqu'à septembre pour l'instant, c'est planifié. Donc voilà, puis j'en remettrai d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir, que vous pouvez pas activer... je sais pas, un écran ou quoi, enfin juste vous voulez écouter ou quoi machin, il y a Spotify qui est disponible. Et oui, d'ailleurs quand je tourne il fait extrêmement chaud, c'est pour ça que vous voyez le ventilateur qui est là-bas, chose que vous ne voyez pas d'habitude parce qu'il fait pas aussi chaud, mais là c'est la canicule et c'est pour ça voilà, il faut tourner quand même parce que vous voulez des threads et c'est normal, je vous fais un peu de compile en ce moment parce que ça m'aide, etc. pour diverses choses, mais ça manque un petit peu de vous faire des threads, donc bah justement, de nouveaux threads qui arrivent et on commence tout de suite. Alors ce qui est arrivé à Diane, c'est une des pires expériences de sa vie. Et encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, elle s'en souvient comme si c'était hier. À l'époque, elle a 17 ans, aujourd'hui elle en a 23. Et franchement, ce qu'elle va raconter, c'est pas une petite anecdote marrante. Non, c'est un bon gros malaise. Alors ouais, elle s'excuse d'avance, hein, le récit va être super long. Mais c'est pour que vous captez bien l'ambiance et tout le délire. Donc voilà un peu le contexte. À ce moment-là, Diane vient tout juste de rentrer à la fac. Une étape importante dans sa vie, donc forcément, elle veut marquer le coup. Avec ses potes du lycée, ils se chauffent pour organiser une fête pour fêter ça comme il se doit. Et pas n'importe où, hein. Non, ils veulent un endroit bien paumé, tranquille, sans voisins ni rien autour. Pourquoi? Eh bien, parce que les parents de certains flippent à l'idée de les laisser seuls dans un appart. Mais en même temps, il les trouve assez grands pour se démerder à trouver un lieu safe pour faire la teuf. Le soir même, il y a Manon, une pote proche de Diane, qui lui envoie plusieurs annonces de maisons à louer. Des trucs franchement stylés, sauf qu'évidemment, il y a un hic. La plupart des locations sont dispo que fin décembre, sûrement à cause des fêtes de fin d'année. Alors que pour eux, le meilleur timing, c'est genre début novembre. Heureusement ou pas, il y avait quand même 3 options qui restaient sur la table. La première, c'était une maison mitoyenne, pas l'idéal niveau voisin, mais elle cochait toutes les cases. Grande, isolée en apparence, pas trop loin, etc. La deuxième, une maison hollandaise, mais clairement pas du tout isolée, genre pas du tout. Et la troisième, une maison en toit de chaume, très sympa, mais à plus de 6 heures de route. Autant dire que c'était mort direct. Donc voilà, ils ont choisi la première, la maison mitoyenne. Qui dit mitoyenne dit forcément voisin. Mais bon, ils se disent que ça ira. Manon et Diane se tapent donc la route pour aller voir ce fameux lieu qui pourrait devenir leur QG de fête. Et tout le monde du groupe est ok sur ce choix. Au total, ils auraient été 17 à dormir là-bas. Ouais, c'est un vrai squat. Quand elles arrivent sur place, tout colle avec l'annonce. Mais il y a un petit twist ambiance film d'horreur. La maison est belle, ouais, mais super vieille, perdue dans un brouillard bien épais, entourée de vignes et d'arbres chelous, ultra vieux. Ça met pas trop en confiance. Mais bon, elle continue. Elle frappe à la porte, personne répond. Diane sort son tel pour checker l'heure au cas où elle serait arrivée trop tôt. Mais non, il est bien 10h pile. Elles attendent 2 minutes, prêtes à repartir et revenir plus tard. Quand une femme d'une 50aine d'années leur ouvre enfin. Hyper sympa, super chill, Diane se souvient même de sa tenue. Des baskets Nike, un vieux jean délavé et une chemise bleue trouée un peu partout. Bref, elles font la visite avec elle, on va l'appeler Mélanie pour que ça soit plus clair. La plupart des chambres sont à l'étage, sauf une seule au rez-de-chaussée. Celle que prendra Diane d'ailleurs. Une fois qu'elles ont fait le tour, Mélanie leur montre une porte un peu chelou, genre un grand panneau coulissant, et elle leur dit que derrière c'est la salle pour faire la fête. Et effectivement, une fois ouverte, elle tombe sur une grande pièce avec plein de tables. Franchement, Diane a jamais vu un endroit aussi grand de toute sa vie. C'était immense, un truc de fou. À la fin de la visite, elle a quand même posé la question qui lui trottait dans la tête depuis le début. Et les voisins, ils sont comment? Et là, changement d'ambiance total. Mélanie, la proprio, elle devient grave sérieuse, limite flippante. Sa voix devient grave, pesante et elle lui sort un truc du style. Y a personne qui vit à côté et surtout, faut jamais y aller. C'est notre propriété à moi et mon mari. Diane et Manon se regardent un peu étonnées, mais bon, elles captent pas le malaise tout de suite. Elles pensent juste que Mélanie veut sûrement garder un peu d'intimité et honnêtement, c'est normal. Alors, elle force pas.
Du coup, elles remontent dans la voiture et rentrent chez elles en ville. Elles sont trop contentes, elles se disent qu'elles ont enfin trouvé la maison parfaite. Enfin, c'est ce qu'elles croient. Petite ellipse de 4 jours. Le jour J, il est enfin là. Tous les potes sont censés arriver vers 19 h. Diane et Manon, elles partent 5 heures plus tôt avec 3 autres copines. Laura, Chloé et Marion, histoire de tout installer avant que ça commence. Dès qu'elles arrivent, c'est direct l'effervescence. Chacune a sa mission, ça s'active dans tous les sens. Elles décorent, elles branchent les lumières, elles sortent les boules à facettes, les enceintes, les glaces, les viennoiseries. Tout est prêt, il y a même une piscine. Vers 18h30, 19h, les premiers invités débarquent. Marion court vers les amplis pour balancer le son à fond. Et là, l'ambiance part direct. Tout le monde danse, rigole, kiffe à fond. Les discussions et les éclats de rire se mélangent à la musique. Il y a une vraie vibe de liberté. Ils sont jeunes, insouciants, tout roule comme sur des roulettes. Personne ne fait gaffe à la vieille maison un peu chelou autour d'eux, ni à la brume qui commence doucement à envahir le jardin. Mais voilà, alors que tout se passe bien, Diane commence à sentir un truc bizarre, un sentiment un peu flou, un petit truc qui cloche. Elle se doute pas encore que cette soirée va rester gravée dans sa tête, et pas pour de bonnes raisons. Vers 21 h, il y a un truc chelou qui se passe. Pendant que tout le monde danse, elle entend un bruit sourd, un genre de grognement vachement discret. Comme si ça venait de l'intérieur des murs. Elle s'arrête une seconde pour tendre l'oreille, essayer de savoir d'où ça vient. Mais personne autour d'elle capte quoi que ce soit. Genre rien, les gens continuent de danser comme si de rien n'était. Elle tente d'oublier mais elle sent une pression bizarre dans l'air, comme un truc lourd qui s'installe. Vers 22 h, il y a déjà plus de la moitié des invités qui sont là. L'ambiance est au max, ça rigole dans tous les coins. Mais pile à ce moment-là, Diane passe près de la fameuse porte coulissante, celle qui mène à la salle où ils font la fête. Et là, un détail la percute. La porte du logement d'à côté, là où personne n'est censé habiter, cette porte qui était fermée depuis le début, elle est maintenant entrebâillée. Juste un tout petit peu, mais assez pour que ça la mette en alerte. Elle se dit qu'elle pourrait aller voir, mais un gros frisson lui remonte dans le dos. Et direct, elle repense à ce que Mélanie leur avait dit. Ne vous y aventurez pas. Juste cette phrase suffit à la bloquer. Elle se dit ok, c'est bon, j'y vais pas. Elle en parle à personne, ni à Manon, ni aux autres. Elle veut pas passer pour la meuf parano. Mais au fond d'elle, elle sait que ce truc c'est pas normal. Que cette porte soit ouverte alors que personne est censé être là. Ça la travaille. Et ça fait que renforcer le malaise qu'elle sentait déjà. Diane retourne à la fête en essayant de zapper cette sensation chelou qu'elle avait dans le ventre. Elle se dit que c'est sûrement rien, juste le stress qui monte un peu trop. Et là, il y a Marc, bon, c'est pas son vrai prénom, un pote proche de Chloé qui débarque vers elle en mode « Y a plus de boissons, on va en racheter avec ma bande au pub du coin ». Oui, parce que faut le préciser, ils sont en plein milieu de la Cambrousse. Mais il y a quand même un pub ouvert super tard pas loin. Donc les mecs se barrent et ils passent de 17 invités à 7. Comme si ça suffisait pas, Laura et Chloé doivent aussi se casser parce qu'elles n'ont pas prévenu leur daron qu'elles allaient à une fête ce soir-là. Petit classique. Heureusement, Marion reste avec Diane et Manon. Les autres invités, c'est quelques potes du lycée qui continuent de danser, de bouffer ou de piquer une tête dans la piscine. L'ambiance a clairement baissé, mais bon, ça tient encore. Et c'est là que Diane sent un nœud dans le ventre, un vrai truc qui la prend. Elle peut plus garder ça pour elle, elle se dit qu'elle doit en parler aux filles. Elle leur raconte pour la porte entrouverte. Ce détail lui sort pas de la tête, c'est pas normal. Direct, les filles commencent à paniquer, elles savent pas quoi faire, et franchement, Diane non plus. Genre, à part aller bêtement ouvrir la porte et jeter un œil, y a pas grand chose à faire. Mais bon, elles sont 3 nanas dans une vieille baraque en pleine nuit. Elles se disent que c'est peut-être mieux d'attendre que les mecs reviennent, histoire de pas faire n'importe quoi. Elles prennent le truc un peu à la légère, naïves comme elles sont. Sauf que 30 minutes plus tard, les gars sont toujours pas revenus. Et aucun ne décroche au téléphone. Et là, Diane part en panique totale dans sa tête. Manon propose d'appeler Mélanie, la proprio, mais Diane refuse. Déjà, il est plus de minuit et puis elle se dit que c'est peut-être juste rien du tout, un truc sans importance. Elle veut pas faire de vagues. Elle est crevée, alors elle se dit qu'elle va aller s'allonger un peu dans sa chambre, le temps de souffler. Les filles lui promettent de venir la réveiller s'il se passe un truc. Donc, Diane monte se coucher et c'est là qu'elle va faire la pire erreur de sa vie. Parce que depuis qu'elle est ado, elle est persuadée que l'air de la campagne c'est bon pour la peau. Du coup, à chaque fois qu'elle dort à la campagne, elle laisse la fenêtre entrouverte. Et ce soir-là, c'est ce qu'elle a fait. Enfin,
Pire que ça, elle l'avait ouverte en grand dans l'après-midi pendant qu'elle installait la déco et elle a oublié de la refermer. Mais là, elle est tellement KO qu'elle s'en rend même pas compte. Elle se démaquille même pas, elle garde ses fringues et se jette sur le lit et elle s'endort direct. Et quand elle se réveille, elle s'en souviendra toute sa vie. Il fait un froid glacial dans la chambre, au point qu'elle a failli tomber du lit tellement qu'elle a frissonné. Et puis surtout, il y a une odeur chelou dans l'air. Un mélange de vin tourné et de confiture de raisin, mais genre écœurant. Comme si quelqu'un avait tartiné les murs avec. Bon, heureusement, c'est pas le cas. Et il y a un autre truc qui la perturbe. Elle n'entend plus du tout la musique. Les basses, les rires, les voix, rien. Comme si tout le monde avait disparu. Encore à moitié endormie, elle se redresse doucement, un peu dans le brouillard. Et là, heureusement, elle se rend compte qu'elle a son téléphone sur elle. Un petit détail, mais peut-être celui qui va la sauver. Elle décide de prévenir personne pour l'instant, elle se dit que c'est peut-être rien, faut pas trop s'emballer non plus. Elle ouvre lentement la porte, super méfiante, et elle lâche un bête. Y a quelqu'un? Évidemment, pas de réponse. Alors elle avance direction la salle de fête, celle derrière la porte coulissante. Elle se souvient très bien de ce moment-là. Elle allait l'ouvrir, mais un truc en elle bloque. Comme si son instinct lui hurlait de pas toucher à cette porte. Elle saurait pas expliquer pourquoi, mais elle se sent retenue, paralysée. Diane se dirige direct vers l'escalier et monte à l'étage. Elle veut checker si les filles sont encore là, peut-être en train de dormir dans leur chambre, ou alors s'il y a quelqu'un du groupe. Elle commence par la chambre de Marion, vide. Enfin non, pas vraiment vide, parce qu'on dirait clairement qu'elle a dormi là et qu'elle est partie en mode panique. Genre en vitesse, sans raison. Même délire dans la chambre de Manon, pareil, et en fait toutes les chambres sont vides. Il n'y a plus personne. Dans un état second, Diane retourne dans sa propre chambre, ferme la porte derrière elle, s'assoit au bord du lit et appelle direct Manon. Manon décroche cash, un peu paniquée. « Diane, ça va ?» Et là, Diane lui dit qu'elle est encore dans la maison. Et là, elle est en rogne. Déjà parce que personne n'a pris la peine de la prévenir et ensuite parce qu'elle commence sérieusement à flipper. Toute seule dans une baraque flippante, ambiance horreur. Marion, de son côté, chope le téléphone des mains de Manon pour lui hurler de dégager. Genre tout de suite, qu'elles lui expliqueront plus tard, mais que là maintenant, le plus important, c'est de partir. À ce moment-là, Diane se prend un tsunami d'émotions en pleine tronche. Elle pige rien, elle flippe, elle panique, bref, le cerveau est en PLS. Alors ouais, c'est bien beau de dire pars, mais elle veut plus jamais remettre les pieds là-dedans de toute sa vie. Du coup, elle réfléchit pas une seule seconde, elle balance fringues, produits, bijoux dans sa petite valise, le truc est blindé à craquer. Et au moment où elle va partir, elle se rend compte qu'elle a laissé son téléphone posé quelque part, juste à côté d'elle pendant qu'elle faisait sa valise. Elle le cherche dans tous les sens, elle se cogne partout tellement elle est à bout. Et là, l'odeur de raisin écrasé revient, encore plus forte qu'avant. Et soudain, elle l'entend. Une musique, d'abord très lointaine, puis plus forte. Un mélange bizarre entre du jazz et du classique qui vient de derrière la cloison. Elle chope son téléphone à toute vitesse et sans faire de bruit, elle sort de la chambre et referme la porte tout doucement. Puis elle va ouvrir la porte d'entrée, mais avant de se barrer, elle jette un dernier coup d'œil derrière elle. Et ce qu'elle voit à travers la cloison va la hanter pendant 6 ans. Une forme floue, au début à peine visible, qui devient plus nette. Un homme super grand qui l'observe en écoutant ce jazz flippant. Elle est paralysée, elle veut pleurer mais elle n'y arrive pas. Et là, la cloison commence à s'ouvrir lentement, trop lentement, c'est méthodique. À partir de là, plus rien, elle ne se souvient de rien. À part qu'elle ouvre violemment la porte d'entrée, balance sa valise dans un buisson et se met à courir. Elle sait plus combien de temps elle court mais c'est long. Et au bout d'un moment, elle se retrouve devant le pub. Le même pub où les gars sont censés être partis plus tôt dans la soirée. Sauf qu'à cette heure-là, il est fermé. Heureusement, elle a toujours son téléphone, elle se dit qu'elle est assez loin pour être un minimum en sécurité. Alors, elle appelle Marion, lui file sa position et raccroche. Quelques minutes plus tard, qui lui paraissent une éternité, Marion et Manon débarquent. Diane monte dans la voiture et là, elle craque, elle pleure sans s'arrêter, plus moyen de faire semblant. Les filles s'excusent 1000 fois, les yeux rouges, trop mal de l'avoir laissée seule. Et là, les deux filles lui expliquent tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'après que Diane soit montée dormir, les filles aussi sont allées se coucher. Elles se réveillent plus tard, il est déjà genre 3 h du matin et toujours aucune trace des garçons. Du coup, elles se disent que la fête est finie, qu'il faut que tout le monde rentre. Elles raccompagnent les derniers invités et elles vont au pub pour récupérer les gars. Arrivées là-bas, elles tombent sur les mecs, complètement déchirés. Littéralement, ils sont là, l'air bêtes, en mode zombie bourré. Alors elles prennent la décision de les ramener chacun chez eux, puis vont dormir chez l'une d'entre elles.
Et c'est là qu'elles reçoivent l'appel de Diane. Et comme elle panique de fou, elle lui crie de quitter la maison sans poser de questions. Parce que plus personne n'est censé être là. Mais à aucun moment, les filles se doutent qu'un inconnu puisse être encore dans la baraque. Le lendemain, après avoir dormi un peu, elles partent direct au commissariat. Avant ça, elles prennent quand même le temps de prévenir Chloé et Laura de ce qui s'est passé. Les deux sont choquées, vraiment, elles sont scandalisées et elles insistent pour accompagner Diane, Marion et Manon au poste de police. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'officier les prend vachement au sérieux. Il promet qu'ils vont retrouver la valisette de Diane et qu'une patrouille sera envoyée sur place dans le quart d'heure. Franchement, elle s'attendait à se faire un peu rembarrer, mais non, le gars est pro, calme et il écoute tout. Diane lui fait aussi une petite description rapide de la silhouette qu'elle a vue, parce que ouais, elle l'a pas vue en entier, hein. Juste une forme, un truc flippant, mais pas assez pour faire un portrait robot. Et c'est que quelques jours plus tard qu'elles reçoivent enfin des nouvelles. Alors les flics n'ont trouvé personne sur place, mais ce qu'ils y découvrent est encore plus dérangeant. Et ça, Diane ne l'oubliera jamais. Dans une des armoires de la salle de fête, les flics tombent sur des rangées et des rangées de bouteilles de vin vides, toutes posées proprement, comme si quelqu'un s'était fait une petite dégustation pépouse. Il y a aussi des verres à pied tout autour et le pire, ils trouvent des cordes, genre plusieurs paires. Et un petit vinyle encore en train de tourner. La musique était toujours en boucle. Et là, tout s'explique. Le gars est entré par la fenêtre de Diane, celle qui était restée ouverte. C'est pour ça qu'il y avait cette odeur dégueulasse de raisin partout. Il s'est introduit dans la maison pendant qu'elle dormait et il s'est probablement planqué quelque part. Sûrement dans la chambre de Mélanie, vu les bruits qu'elle avait entendus. Et ça, franchement, c'est un cauchemar éveillé. Quelques jours plus tard, l'annonce de location disparaît du site, genre supprimée, comme si elle n'avait jamais existé. Et même aujourd'hui, elle est toujours introuvable. Comme vous vous en doutez, l'affaire a été classée sans suite. Pas assez de preuves contre qui que ce soit. Rien de vraiment compromettant pour accuser un mec en particulier. Les flics ont juste supposé que ça avait peut-être un lien avec un des vignobles du coin. Mais au fond, personne n'a jamais su. Et c'était pas vraiment crédible comme hypothèse. Pendant 3 ans, Diane est obligée de voir une pro, psychologue, thérapeute, tout le tralala. Parce que ces nuits, c'est plus des nuits, c'est de la torture. Elle fait des cauchemars ultra vivides où ce gars ouvre la cloison, la regarde fixement, s'approche et après, bah voilà quoi. C'est trop. Aujourd'hui, elle va mieux, elle a tourné la page doucement, mais elle raconte pas ça juste pour le storytelling ou faire flipper les gens. C'est aussi pour prévenir. Faut suivre son instinct. Toujours, si tu sens qu'un truc cloche, même si tout le monde te dit que t'exagères, écoute que toi-même, c'est mieux. PS, sa valisette a bien été retrouvée, planquée dans le buisson. Elle était toute cabossée à cause du vol plané. Mais ouf, rien n'a été volé. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Bon, un vrai petit thread d'horreur qui se met bien en place, tout doucement. On a bien kiffé. Enfin, moi j'ai bien kiffé, j'espère que c'est le cas pour vous. Vous savez quoi? On va passer directement au prochain thread d'horreur. Alors juste avant que commence ce second thread, n'oublie pas, un petit pouce bleu ça aide énormément, surtout qu'on est l'été. Et du coup il y a moins de gens qui sont déjà présents, puis qui vont faire l'effort. Donc n'hésite pas à être le GOAT que tu penses être et mettre ce petit pouce bleu. Ça m'aide énormément, donc merci à toi. Alors pour ce second thread, la fille qui est dans le thread s'appelle Lexi. Et franchement, encore aujourd'hui, elle sait toujours pas trop ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Mais elle veut raconter son histoire. À l'époque, elle a 13 ans, c'était en février 2022, ses parents décident de louer un chalet paumé pour une nuit. Les routes sont blindées de neige et autour d'eux, y a rien du tout. Juste des champs à perte de vue et une vieille grange abandonnée qui fout un peu les jetons. La ville la plus proche, elle est à 30 minutes en bagnole, au bout d'une route de montagne bien tordue. Après une rando bien crevante, ils finissent par arriver au chalet. Son père a trouvé le plan sur une appli style Airbnb, mais il a pas trop fait gaffe aux détails de l'annonce. Sur place, il tombe sur le proprio, un gars qui doit bien avoir la soixantaine, super grand, avec un accent autrichien à couper au couteau. Il leur dit qu'il a été musicien dans une autre vie, et là, il commence à leur faire la visite. Le chalet est immense, 3 étages, mais dès qu'ils entrent, Lexi sent qu'un truc cloche. La porte d'entrée est pétée, en fait il n'y en a même pas. À la place, c'est une énorme baie vitrée qui donne direct sur l'intérieur. C'est par là qu'ils passent pour entrer. Et là, juste en face, dans le hall, il y a une vieille baignoire complètement éclatée en plein milieu du sol. En voyant leur tête, le proprio leur balance en rigolant. Vous inquiétez pas, c'est en travaux et puis bon, c'est une région tranquille. Ils sont tous trop crevés pour commencer à poser des questions. Alors, ils continuent la visite. Et l'intérieur, il est chelou. La cuisine et le salon sont grands, ouais, mais ça fait négliger. Comme si personne s'en occupait vraiment depuis un bail.
Ensuite, il leur montre les chambres et ce détail-là, il est super important pour la suite. Il y a 2 chambres, une pour les parents de Lexi et une pour elle et son grand frère. Les 2 sont séparés par la salle de bain. La porte de la chambre des parents, c'est une grande porte coulissante en bois avec un verrou. Celle de Lexi et son frère, par contre, elle a aucun loquet, nada. Et le proprio, lui, il dort juste en dessous de la chambre de Lexi, au pied de l'escalier en bois. Avant de se barrer, il leur explique qu'il doit s'absenter pour le taf et qu'il rentrera tard dans la nuit. Il laisse son numéro au cas où il y aurait un souci. À 13 ans, Lexi est plutôt du genre solitaire, même si elle est hyper proche de son grand frère. Et vu que le proprio s'est tiré, elle se met à fouiner un peu dans la maison. Leur chambre à eux, apparemment, c'était celle des anciens gosses du proprio. Elle est décorée comme pour un nouveau-né avec des jouets et des peluches partout. Ambiance chelou, mais bon, tant qu'il y a un lit, ils vont pas faire les difficiles. Par contre, la chambre des parents, elle est encore plus bizarre. Il y a un vieux bureau, une télé toute pourrie et des étages remplis de centaines de DVD. Mais le truc le plus flippant, c'est les post-it. Des dizaines de post-it collés partout. Sur chaque objet, il y a une étiquette écrite à la main. Chaise, mur, sol. Le père de Lexi se marre, il trouve ça débile, genre un vieux délire de mec zinzin. Mais elle rigole pas du tout. Elle, ça la met carrément mal à l'aise. Dans ce chalet, il y a 0 réseau. Genre vraiment rien, pas d'internet, pas de 4G, même pas moyen d'appeler les secours s'il y a un souci. Le soir, Lexi se dirige vers la cuisine et là, l'ambiance, elle est glauque. La pièce est décorée avec des pantins, des vieilles poupées flippantes et plein d'instruments de musique. T'as l'impression que ça te regarde. Puis un truc bizarre lui saute aux yeux. 3 chats sont collés contre la baie vitrée. Ils miaulent à mort, grattent la vitre comme des fous, comme s'ils voulaient absolument rentrer. Au début, Lexi trouve ça mignon, elle adore les animaux. Mais plus elle les regarde, plus elle capte que leur comportement est chelou. En fait, elle a l'impression qu'ils essayent de prévenir de quelque chose. Et là, elle commence à avoir un mauvais pressentiment. Le proprio a lui aussi un chat, un gros roux. Celui-là les suit partout dans la baraque comme s'il montait la garde. Genre, vraiment. Avant d'aller dormir, leur mère leur dit de bloquer la porte de leur chambre avec une chaise juste au cas où. Maintenant, il est 2 h du matin. Lexi se réveille en sueur. Son cœur bat à fond. Elle est complètement tétanisée. Elle connaît la paralysie du sommeil, ouais, mais là, c'est pas pareil. Un truc vient de la réveiller. Des cris. Elle voit que la lumière du couloir juste sous la porte est allumée. Une lumière automatique, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Et là, elle entend une voix de femme qui parle fort, qui crie même. Mais elle capte rien à ce qu'elle dit. Ça ressemble à de l'allemand ou à un truc du genre. À ce moment-là, il y a 3 trucs qui tournent en boucle dans sa tête. N'importe qui peut rentrer dans la maison vu qu'il n'y a pas de porte d'entrée. En 2, sa chambre, elle est pas verrouillée. Et en 3, s'il y a vraiment un danger, elle va mourir. Du moins, c'est ce qu'elle se dit. Par moments, la femme s'arrête net, un silence hyper lourd, comme si elle tendait l'oreille ou écoutait un truc. Puis elle recommence à parler. Mais là, la voix change. C'est plus une femme, c'est une voix d'homme maintenant. Une seule personne, un seul ton, un seul truc qui parle. Et là, ça dégénère, des bruits d'objets qui pètent au sous-sol, des assiettes, des bouteilles, comme si quelqu'un était en train de tout saccager. Lexi essaye de réveiller son frère, mais il n'y a rien à faire, il pionce à fond. Elle le secoue 1 fois, 2 fois, toujours aucun signe de vie. À bout, elle finit carrément par lui coller une gifle. Il ouvre les yeux pile au moment où un énorme fracas résonne sous leurs pieds. Le chat du proprio gratte et miaule comme un taré à leur porte. Il est complètement paniqué. « Appelle la police !» C'est ce qu'elle souffle à son frère en chialant. Il allume son téléphone, mais il n'y a aucun réseau, ils sont piégés et la voix continue. Elle se rapproche, elle gratte les murs, elle murmure, c'est de plus en plus flippant. Puis d'un coup, plus rien, c'est le silence total. 20 minutes passent et là, quelqu'un toque à leur porte. Et juste après, ils entendent la voix de leur mère. « Venez les enfants !» Lexi n'a jamais couru aussi vite de sa vie. Elle et son frère font se retrouver leurs parents. Et là, leurs parents leur sortent un truc du genre. Faut pas y penser, c'est rien. Sauf que Lexi, elle est au bout de sa vie, elle a fait la pire crise d'angoisse de toute sa vie. Le lendemain matin, ils descendent les escaliers. Et la maison est un véritable carnage. Des assiettes explosées au sol, des bouteilles renversées, des trucs en vrac de partout. Il y avait bien quelqu'un cette nuit-là. Ils n'ont même pas réfléchi, ils ont juste quitté le chalet direct. 1 mois plus tard, Lexi reparle de cette nuit en rigolant, genre au calme, pendant un repas de famille. Et là, sa mère devient toute blanche et lui balance. « Mais il s'est rien passé cette nuit-là, oublie ça !» Lexi comprend rien du tout à sa réaction. Elle se dit qu'elle devient peut-être folle. Et ce n'est qu'1 an après que ses parents lui avouent la vérité. Ils avaient tout entendu. Et surtout, ils avaient vu, depuis la fenêtre, le propriétaire rentrer à 1 h du matin.
Et cette voix de femme, cette personne qui foutait tout en l'air au sous-sol, ben c'était possiblement lui. Ils ont voulu minimiser le truc, calmer le jeu pour pas les traumatiser. Mais Lexi sait ce qu'elle a entendu. Il y avait tellement de détails chelous, les pantins, les post-it collés partout, les chats flippants. Tout leur disait de se barrer, mais ils étaient crevés. Alors ils se sont dit que ce serait bête de fuir un coin sympa. Mais voilà, si la personne présente cette nuit-là, c'était pas le proprio, il aurait dû les prévenir. Et s'il n'était pas au courant, alors Lexi a clairement échappé à un truc grave. Elle pensait vraiment qu'elle allait y rester. Et franchement, ça lui a foutu un trauma énorme. Tout ça à cause d'un foutu Airbnb. En rentrant, son père a voulu faire ses petites recherches sur le logement, le truc était super bien noté. Alors il a mis un 3 étoiles sur 10. Lexi, elle aurait mis 0, juste pour la crise d'angoisse. C'est une histoire 100% vraie, le chalet est situé en Haute-Savoie. La moralité, ne louez jamais un logement sans vous renseigner. Et surtout, fermez toujours votre porte à clé. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread. J'espère que vous avez kiffé ces 2 threads consacrés à Airbnb. Si c'est le cas et que vous ne l'avez pas encore fait, un petit pouce bleu s'il vous plaît, merci beaucoup. Si jamais vous en voulez plus, eh bien je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.